Pour les tout-petits cet automne, on commence avec la semaine de Maya. C'est la suite de ces deux beaux livres, Les chiffres de Maya et La journée de Maya. On ne l'a pas encore en vrai, mais il ressemble beaucoup à ces deux-là parce que c'est une série sur les concepts. Donc, pour les tout jeunes, on apprenait les chiffres de 1 à 10. Ensuite, on a appris l'horaire d'une journée. Et là, on apprend les jours de la semaine, ou plutôt les nuits de la semaine, parce qu'on rencontre les rêves de Maya tout au fil des jours. Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose de Valérie Fontaine, illustré par Yves Dumont. C'est la suite des 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose, évidemment. Cette fois, ils veulent un animal de compagnie. C'est une histoire extrêmement vive, colorée, c'est plein de petits détails. D'ailleurs, puisqu'ils veulent des animaux, il y a plein de petites crottes d'animaux qui se cachent un petit peu partout dans l'histoire. Il y avait un gros hit autour de la machine de lave-enfant aussi dans le premier tome, donc on retrouve aussi des inventions dans celui-là, bien sûr. Mais même si c'est rigolo puis super amusant, on a de beaux messages, on parle de la fratrie, de l'importance de s'occuper des autres, puis du sens des responsabilités aussi, puisqu'on adopte des animaux. Paul absent d'Evelyne Fournier, illustré par Anne-Marie Bourgeois. C'est un livre où Paul est très excité parce que pour la première fois, il va se faire garder toute la journée et même toute la nuit chez Super Pépère. Mais c'est pas Paul qu'on suit, ce sont ses parents qui restent à la maison tout seuls, sans Paul. Est-ce qu'ils vont s'ennuyer de lui? Probablement. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là? Donc, c'est un petit peu le monde à l'envers. On découvre l'envers du décor pour les enfants qui ne savent pas ce qui se passe chez eux pendant qu'ils sont gardés. Un livre rempli d'excitation, on apprivoise l'ennui également. Pour le primaire, L'Homme des Neiges de Gerald Potterton. C'est un livre entièrement réalisé à l'aquarelle qui a été écrit et illustré par Gerald Potterton. C'est l'histoire de Joseph Armand Bombardier, donc un modèle de créativité et de persévérance, un grand entrepreneur québécois. Et Gerald Potterton est vraiment quelqu'un d'assez impressionnant qui a été en nomination 3 fois aux Oscars, qui est un pilier de l'ONF dans les années 70, qui a collaboré au film Yellow Submarine des Beatles, qui a travaillé sur le dernier film de Buster Keaton. Donc, quelqu'un à découvrir. Les aventures d'un biscuit, deuxième partie, à la recherche d'avoine, d'Amélie Bouchard, illustrée par Marie-Émilie Roux. C'est la deuxième partie après Les aventures d'un biscuit, mais les deux livres sont complètement indépendants l'un de l'autre. On retrouve quand même le même petit monde coloré, les mêmes personnages inusités qui sont des biscuits. Donc, on a Pépite et Galette qui vont aller à la rescousse d'Avoine qui s'est fait kidnapper par de méchants biscuits sucrés qui veulent le transformer en pâtisserie alléchante. Mais Avoine veut rester fidèle à lui-même, veut demeurer le gros biscuit au gruau et au raisin qu'il est. Et ses amis l'encouragent, l'aiment comme il est. Donc, vraiment un livre qui appelle à se faire confiance et une histoire vraiment comique. Charles le super-héros d'Alain M. Bergeron, illustré par Mika. C'est le 6e titre de la série La classe de Madame Isabelle, une série qui est écrite en alternance par Émilie Rivard et par Alain M. Bergeron. Mais celui-ci, c'est par Alain. Et on y retrouve la classe de Madame Isabelle, qui est une classe multiethnique, et où Charles fait le vœu de devenir un super-héros à son image, c'est-à-dire un super-héros en fauteuil roulant, tel qu'il l'est. Grandir de Gilles Thibault, illustré par Geneviève Leguerrier. Dans la suite, un petit peu de Ma plus belle victoire et de Ma meilleure amie. C'est des thématiques qui sont toutes différentes, c'est des illustratrices différentes, qui ont le même type d'illustration, très, très tendre, douce, sur fond blanc. Donc, cette fois, on se pose des questions que tous les enfants se posent. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard, puis de quoi je vais avoir l'air plus tard? Alors, une belle réflexion qui est signée Gilles Thibault. Alessandro le Petit, de Daniel Chaperon, illustré par Camille Pomerleau, qui est bien en vogue ces temps-ci. C'est un roman. Donc, ce sont quelques illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Et ça se déroule dans le Petit Royaume. Au Petit Royaume, on pense que les petits sont plus intelligents. Donc, le plus petit, c'est le roi. Mais arrive un villageois encore plus petit que lui, qui s'appelle d'ailleurs Minuscule. Et là, leurs conceptions vont être bousculées. Donc, un beau petit roman qui est dans l'esprit du conte, avec un narrateur très présent, très cocasse, qui nous accompagne tout au long de l'histoire. Puis bon, voilà, un petit roman humoristique qui nous fait réfléchir. La série Alexis de Dominique Demers, qui est illustrée par Andréane Bossé. On a commencé à rééditer l'ensemble de la série, donc cette saison arrive 2 nouveaux titres. Alexis Gougou Gaga, qui
parle de l'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille, et qui est probablement un des plus drôles de la série, ainsi que Macaroni en folie, où une enseignante donne le défi à ses élèves de se passer des crêpes pendant une semaine. Le Bouchon, une nouvelle série de Camille Bouchard. Ce premier livre s'intitule Tsunami sur l'île interdite. Il y aura 3 livres, mais indépendants l'un de l'autre. Chacun se déroule dans un lieu vraiment différent, puisque c'est une famille qui vit sur un bateau. Donc, on a le père, la mère et le frère et la sœur, qui sont des jumeaux, Éloi et Églantine, qui nous racontent l'histoire de façon très directe, qui s'adresse au lecteur en l'appelant Amikili. Et on découvre à travers l'histoire non seulement les péripéties de ce qu'ils vivent, mais aussi leur cahier de devoirs. Donc, on apprend plein de choses sur la navigation, mais aussi sur les lieux qu'ils vont visiter. Et dans ce livre-ci, il y a un tsunami qui menace de projeter leur bateau sur l'île Andaman. Cette île-là, elle existe pour vrai. Elle est peuplée d'une tribu qui n'a jamais rencontré d'autres êtres humains. Jusqu'à ce jour, on ne sait même pas quelle langue ils parlent. Ils s'appellent les Sentinelles. Et donc, à travers leur devoir, on découvre à quel point on est un danger pour eux, mais ils sont aussi un grave danger pour nous. Et c'est le péril qui les menace ici. Pour nos lecteurs du secondaire, la série Le Serment qui se poursuit avec un tome 2, donc une série de Sylvie Payette qui s'amorçait comme ça. Il y en aura 3 au total, c'est vraiment important de les lire dans l'ordre. On y rencontre Mia, qui est une jeune Québécoise folle de danse, donc on parle de chorégraphie et on parle de K-pop aussi, puisqu'elle va aller en Corée chorégraphier les chansons d'un groupe de K-pop. Le premier livre se déroule en Corée et dans celui-ci, on se retrouve en Amérique, puisqu'il y a une tournée nord-américaine du groupe de K-pop qu'elle accompagne. Histoire d'amour à travers ça, des conflits familiaux, vraiment le même type de public que la série Nelly que Sylvie Payette avait signée auparavant. Tout près de Martine Latulippe, c'est un suspense pour les adolescents, un peu comme Le Cri qui parlait d'intimidation, à fleur de peau, un lourd silence, c'est vraiment dans le même esprit. Un page-turner, c'est super intriguant, mais ça se passe toujours de façon très réaliste. Il n'y a pas de fantastique avec Martine Latulippe, on aborde plutôt des sujets très actuels. Dans ce cas-ci, on parle de taxage, et c'est punch, je ne peux pas le dire. Mutant de Karine Glorieux, c'est le 2e titre de la série, La maîtresse des chats, après Les amitiés sauvages, du premier tome qui est sorti juste avant la pandémie, mais vraiment juste avant. Il est sorti, je pense, le mercredi, puis le vendredi, les écoles étaient fermées. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir la visibilité qu'il aurait mérité. C'est le temps de le remettre de l'avant, de remettre la série sur le devant de la scène, parce qu'elle rassemble tous les ingrédients pour plaire à un public d'adolescents, aussi bien des lecteurs que des non-lecteurs, qui vont avoir beaucoup de plaisir à plonger dans cet univers-là, très humoristique, facile d'accès. La plume de Karine est vraiment savoureuse et on y rencontre des adolescents en pleine transformation. Les changements qu'ils sentent se produire les conduisent à devenir des animaux. Transformation qui avait été arrêtée à la fin du livre 1 et là, dans le livre 2, ils aimeraient bien ça vivre tranquille. Mais c'est pas évident quand on est un hybride, d'autant plus que Victor, leur ami qui se transforme en chien, a rencontré plein d'autres amis qui se transforment en chien lors de son camp de hockey pendant les vacances. Et là, Victor disparaît. Lucie Woolverine de Sandra Dussault, Les Cristaux d'Orléans, c'est la première partie de 2. Et la deuxième partie arrive dès la saison prochaine, puis c'est super important de les lire dans l'ordre. On commence tout de suite avec celui-là, qui est très différent de ce à quoi Sandra Dussault nous a habitués. On est dans un roman d'aventure à mi-chemin entre l'historique et le fantastique. Et on rencontre Lucie Woolverine, qui a 17 ans, qui est féroce comme le carcajou, parce que Woolverine, c'est l'ancien nom de carcajou. Et elle a été arrachée à sa communauté des Cris du nord du Québec. Elle vit maintenant à Québec en 1907. Où elle est une voleuse de grand talent. Et quand un prince japonais vient en ville, elle a la possibilité de perpétrer le vol du siècle. Le livre nous présente un mélange de faits historiques et de faits fantastiques. On a d'ailleurs un petit dossier à la fin avec une photo du vrai prince japonais qui est venu pour vrai à Québec en 1907. Et on a quand même des hommes corbeaux qui rôdent dans les rues de Québec le soir, qui terrifient tout le monde. On a une petite saveur steampunk avec la meilleure amie de Lucie, qui est une inventrice de génie. On a l'île d'Orléans, il n'y a pas de pont pour s'y rendre, et c'est le lieu d'une forteresse-prison où sont tenus captifs les criminels les plus dangereux. Donc, un page-turner à découvrir sous la plume habile de celle qui nous avait donné la cache et le programme auparavant. Programme qui vient d'être traduit en russe.
Bonjour Charles Libraire, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle collection qui va s'appeler Bébé Futé. Ce sont des petits livres cartonnés de 24 pages destinés aux enfants de 0 à 3 ans. Ce qui est très particulier de ces livres-là, c'est qu'en fait, ils mélangent l'illustration hyper réaliste avec des petits personnages de cartoon. Donc souvent, on s'est fait dire qu'il n'y avait pas assez de petits livres cartonnés avec des photos, par exemple, ou des images plus réelles auxquelles les enfants peuvent identifier le vocabulaire. Donc c'est pourquoi on a décidé de faire ces livres-là qui gardent aussi quand même un côté très ludique avec les petits personnages plus cartoonesques. Donc voilà, aussi une thématique super bien, c'est la routine. Il n'y a pas beaucoup de livres pour les 0-3 ans sur la routine. Donc voilà, on a fait le premier ici. Et l'autre, ce sont les bébés animaux. C'est pas assez cute, on va se le dire. Et d'ailleurs, un argument de vente notoire, c'est qu'ici, il y a mon chien. Donc, il s'appelle Léo. Donc, c'est vraiment tout du contenu qu'on a fait à l'interne par nos illustrateurs, nos graphistes. Donc, tout a été pensé pour que ça plaise aux tout petits. Un documentaire crêpes et paratas sur les petits déjeuners autour du monde. Super intéressant. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup quand je voyage, c'est justement de découvrir une culture par les petits déjeuners. Donc, c'est pas partout qu'on mange des céréales et des toasts pour déjeuner. En fait, par exemple, au Japon, on mange du riz, un œuf cru. En Chine, on va manger des boules de riz collantes. Donc, on découvre vraiment les pays à travers le petit déjeuner. Super intéressant là, pour éveiller les enfants à d'autres cultures. Un magnifique atlas illustré, toujours pour les enfants du primaire, avec une tonne d'informations. Écoutez, ça, c'est le genre de livre là, qu'on peut ouvrir des centaines de fois, puis toujours apprendre quelque chose de nouveau, même en tant qu'adulte, honnêtement. Ce qui est très chouette, c'est que ce sont de courts textes. Il y a plein de photos, d'illustrations, on va découvrir les merveilles du monde, plein de faits, là, comme par exemple le château de Dracula qui se trouve en Roumanie. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous amuser, que ce soit en classe ou à la maison, à découvrir le monde avec ce magnifique atlas illustré. On poursuit dans le documentaire avec la nouvelle collection Savoir, avec pour thématique l'environnement. Donc, je vous donne tout de suite un scoop. Il y aura d'autres thématiques dans cette nouvelle collection, notamment sur les régions du Québec à venir au printemps prochain. Donc, restez à l'affût. Donc, les deux premiers, il y en a un sur les déchets et l'autre sur l'eau. Ce sont des documentaires pour les enfants du primaire. Ce qui est très bien avec cette série-là, c'est que c'est pas du tout alarmiste, là. En fait, on voulait faire des documentaires sur l'environnement de façon positive pour montrer aux enfants qu'eux aussi peuvent participer à rendre la planète plus verte, mais sans non plus ça leur crée de l'éco-anxiété. Donc, c'est ce qui est super chouette avec ces documentaires-là, qui mêlent aussi des images très cartoon et des images plus réalistes aussi. Donc, on a souvent une petite question. Donc, par exemple, c'est quoi les déchets? Ici, on va dire c'est quoi le compostage, c'est quoi le recyclage, le plastique. Et ce qui est hyper bien, en fait, c'est qu'à la fin, on a aussi des petites activités. Donc, par exemple, comment est-ce que je peux réutiliser un carton d'œuf ou je vais lancer un défi à mes parents pour les emmener à l'épicerie et utiliser aucun contenant en plastique. Donc, c'est vraiment intéressant. On a aussi celui sur l'eau qui est fait de la même façon. Donc, à la fin aussi, on a d'autres activités. Cette fois-ci, par exemple, comment mieux comprendre le cycle de l'eau avec une bouteille d'eau, par exemple, ou un petit défi pour ne pas utiliser de bouteille d'eau en plastique. Donc, très chouette. Il y a plein d'informations loufoques, comme saviez-vous, par exemple, qu'à cause du cycle de l'eau, on boit techniquement encore la même eau que les dinosaures. Donc, c'est vraiment le fun, des petits documentaires que certainement les parents, les enseignants et les enfants vont apprécier. Bonjour, ici
ici Marianne Dubuc. C'est moi qui vais vous présenter les 2 livres qui vont sortir aux éditions Album cet automne. Le premier livre, ce sera le mien, Ours et le murmure du vent, qui est l'histoire de Ours, un petit ours, qui a la vie douce, qui est très heureux avec ses amis et qui aime la tarte aux fraises. Et tout ça, c'est avant qu'il y ait un grand chamboulement, que quelque chose arrive. On ne sait pas précisé dans l'histoire c'est quoi exactement, mais sa vie change et c'est plus tout à fait comme avant. Et il y a un murmure dans les arbres, dans les feuilles des arbres, qui lui dit que c'est le temps d'essayer du nouveau, de partir. Alors Ours entreprend un grand voyage dans lequel il va un peu chercher c'est quoi sa place dans le monde. Il va se faire des amis et voilà, il va essayer de comprendre où il doit aller. C'est un livre un peu sur les surprises que la vie nous envoie des fois, sur les défis aussi, puis comment des fois on peut choisir de rester, parce que c'est ça qu'on doit faire, mais aussi des fois avoir le courage de partir, d'essayer du nouveau. Sur le fait aussi qu'il faut avoir le courage de se faire des nouvelles amitiés, mais aussi des fois des nouveaux liens, des fois réaliser que c'est pas les bons. Puis aussi sur oser des fois décider de s'installer à nouveau dans une nouvelle vie. Donc, c'est un peu ça l'histoire. C'est sûr que c'est un livre qui est dans la même lignée que Le Lion et l'Oiseau, que Le Chemin de la Montagne. Voilà, donc à découvrir cet automne au mois de novembre. Ensuite, le deuxième livre qu'on a, c'est celui de Mathieu, qui s'appelle « Maman, je suis réveillée !» C'est un livre à la Mathieu avec ses dessins, ses images graphiques, le petit Didi, la petite Didi qui est revenue dans son livre, et son humour habituel. C'est en fait inspiré de notre fils qui, il y a très longtemps, quand il était tout petit, mais qu'il avait déjà son lit de grand. Tous les matins, systématiquement, il nous réveillait en nous criant « Maman, je suis réveillée !» Même s'il était capable de sortir de son lit puis que ça ne nous dérangeait pas qu'il se lève tout seul, il avait absolument besoin de nous crier ça puis que nous on réponde « C'est correct, tu peux te lever ». Et là, la journée pouvait commencer. Donc, ça a été comme ça pendant quelques temps. Ça a été un peu long, mais c'est ce qui a inspiré l'histoire à Mathieu. Alors, Didi, c'est une petite fille qui parle très, très, très fort et sa maman lui répond toujours tout doucement. Didi va se réveiller à la maison en parlant très fort, déjeuner en parlant très fort et décider d'aller jouer dehors. Et rendue au parc, elle va parler très très fort avec ses amis, où elle va s'amuser toute la journée. Et quand c'est le temps de rentrer le soir, elle continue de parler très 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 fort. Comme avec les autres livres de Mathieu, c'est encore un livre qui va être vraiment amusant à lire avec les enfants, où on peut jouer avec le volume de la voix en criant très fort « Maman, je suis réveillée !» et en répondant tout doucement. Donc, encore beaucoup de plaisir à lire avec les tout-petits. Et voilà, c'est le livre de Mathieu qui sort cet automne, en novembre, aux éditions Album. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne chance en ces temps de pandémie et j'espère qu'on pourra se revoir en vrai sous peu. Bonjour, mon nom est Gilles Herman. Il me fait plaisir de vous présenter cette deuxième partie de notre parution d'automne 2020 aux éditions du Septentrion. Alors sans plus attendre, allons-y avec Montréal et la bombe de Gilles Sabourin le 13 octobre et je vais d'ailleurs laisser M. Sabourin vous le présenter tout de suite. Bonjour, je suis Gilles Sabourin. Moi, je suis ingénieur spécialisé en nucléaire sur la sûreté des centrales nucléaires. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années pour Énergie atomique du Canada au bureau de Montréal. Puis maintenant, je suis consultant là, à mon compte, toujours dans le même domaine. Donc, Montréal et la bombe, c'est l'histoire très peu connue et surprenante d'un laboratoire secret qu'il y a eu à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale de recherche atomique. Et c'était en fait les Anglais qui avaient développé leur propre programme de recherche sur la bombe. On connaît très bien là, le projet Manhattan des Américains, beaucoup de gens l'ont entendu parler, mais il y avait aussi un projet britannique. Et ce projet-là, pendant la guerre, a déménagé à Montréal pour éviter tous les problèmes qu'il y avait en Angleterre avec les bombardements et les problèmes de ressources. Et donc, il y a eu jusqu'à 400 scientifiques, physiciens, ingénieurs qui sont venus à Montréal, beaucoup qui étaient des réfugiés d'Europe, et ils ont travaillé principalement sur 2 sujets qui étaient les recherches militaires, la production de plutonium, et aussi des recherches pour développer l'énergie nucléaire. Donc ça a eu lieu à Montréal. Puis moi, ça fait au moins une quinzaine d'années que je m'intéresse à ce sujet-là. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui sont toujours vivantes, qui ont travaillé à Montréal pendant la guerre.
et que j'ai interviewé. Puis j'ai aussi été en contact avec beaucoup des enfants, des fils et des filles de personnes qui ont travaillé là à Montréal. Donc, je me suis mis à écrire et c'est ce que ça a donné, là. Puis je pense que c'est une histoire quand même assez palpitante et intéressante à lire. Alors, que dire de plus sinon que c'est un récit passionnant qui s'apparente des fois à un récit policier, à un récit d'espionnage, évidemment sous le fond de secret. Chose intéressante aussi, beaucoup de femmes ont participé, de femmes scientifiques ont participé à Montréal à ces recherches, ce qui n'était pas forcément le cas pour les projets ailleurs dans le monde. Donc Montréal et la bombe. Ensuite, alors, tout autre sujet, du plomb dans les ailes, avec la collaboration de Centraide. Donc, un livre qui va vous parler des inégalités sociales, un livre drôlement important par les temps qui courent. Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches. Alors, tout de suite, je vais laisser leur président vous expliquer le contenu de ce livre. Bonjour, mon nom est Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Dans une étude publiée il y a quelques années par la NASA, on citait les deux grandes menaces à l'humanité. La première, les changements climatiques. Vous ne serez pas surpris de l'apprendre, c'est déjà un thème qui est dans l'actualité. La seconde, on parle de l'accroissement des inégalités sociales. Tout de suite, quand on entend ces mots, on pense aux pays en voie de développement. Or, on fait une démonstration dans le livre qu'on vous propose, une démonstration très éloquente qu'il y a aussi, ici au Canada, ici au Québec, ici chez nous, un accroissement des inégalités sociales. Inégalités en matière de justice, en matière de santé, en matière d'éducation, et dans un paquet d'autres domaines. On pourrait penser, c'est un premier réflexe, c'est un réflexe qui est normal, on pourrait penser que ces inégalités ont un effet sur les gens qui les vivent, sur les gens les plus démunis, les gens les plus pauvres. Et c'est vrai que ces gens-là doivent composer avec les conséquences néfastes des inégalités. Cependant, ce qu'on arrive à faire comme illustration, c'est que les effets sont aussi pour tous. Peu importe qu'on soit aisé, de la classe moyenne, peu importe d'où on soit dans la communauté, tolérer les inégalités, c'est aussi se tirer dans le pied comme communauté. C'est affecter notre mieux vivre ensemble, et c'est aussi affecter notre capacité d'atteindre cette prospérité collective, d'atteindre cette richesse pour tous. Alors, en ce sens, c'est un thème éminemment d'actualité. Mais il est arrivé quelque chose dans les derniers mois, la pandémie, la COVID-19, qui est venue, je pense, illustrer encore davantage l'importance de ce thème. On a vu à travers les dernières semaines, à travers ce qu'on a vécu, les effets d'un accroissement des inégalités. Et on a vu les effets, oui, sur les plus démunis, mais sur l'ensemble, et sur les effets économiques que ça pouvait occasionner pour tous et pour toutes, autant que nous sommes. Dans ce livre qui s'intitule « Du plomb dans les ailes », on propose une réflexion rigoureuse, mais une réflexion accessible, où on nomme les enjeux, où on les identifie, où on fait une démonstration très claire de cette situation-là, mais surtout où on parle du pouvoir d'agir que nous avons comme hommes et femmes composant cette communauté-là, et des effets qu'ils ont sur nous si on continue de les tolérer. On propose une réflexion qui, je pense, a un sens, a une importance capitale pour la suite des choses, pour la construction de notre collectif. On vous invite à prendre part à cette réflexion déterminante. Déterminante pour nous, déterminante de l'ici maintenant, et aussi déterminante pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos collectivités. Merci. Un livre, donc, vous l'aurez compris, assez important, écrit simplement, illustré avec de très jolies illustrations en couleur, donc pour expliquer et démontrer le fait que ces inégalités touchent effectivement tout le monde. Et on a bien vu avec la crise, malheureusement, ce printemps, que beaucoup plus de gens qu'on ne pense sont à un chèque de paye, de ne pas pouvoir payer leur loyer, de ne pas pouvoir se payer de l'épicerie. Donc, du plomb dans les ailes, sorti le 20 octobre avec Centraide. 27 octobre, un livre sur George M. Brewer de Lorne Huston et Marie-Thérèse Lefebvre, deux spécialistes de l'histoire de la musique et de l'histoire de la musique canadienne et montréalaise en particulier. George Brewer est un personnage important donc, du milieu de la musique à Montréal au début du XXe siècle. Organiste, pianiste, producteur de théâtre, conférencier, il était vraiment quelqu'un de très respecté dans sa communauté. On parle pas beaucoup du milieu culturel du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle à Montréal. On pourrait penser que c'est très colonisé par du moins la culture anglophone est très colonisée par la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas le cas. En découvrant George Brewer, on découvre en fait toute la richesse de ce milieu culturel-là, mais aussi la richesse du milieu culturel francophone, puisqu'on voit aussi qu'il y a des passerelles beaucoup plus poreuses qu'on ne pourrait le penser entre les milieux anglophones et les milieux francophones de cette époque-là.
On découvre aussi un esprit vif, en avance sur son temps, en avance technologiquement aussi sur ce que va devenir la musique dans les années qui suivent. Donc, une biographie originale, personne n'avait encore jamais travaillé ce personnage-là, qui vient vraiment enrichir notre compréhension de la vie culturelle montréalaise de la première moitié du XXe siècle. À table en Nouvelle-France. Donc, alimentation populaire, gastronomie et tradition, c'est une nouvelle édition, une deuxième édition d'un livre paru il y a 10 ans, qui est épuisé maintenant depuis au moins 4-5 ans. On se le faisait quand même régulièrement demander, je suis sûr que vous aussi, vous le faisiez demander. Donc, c'est un livre qui fait le tour de que pouvait-on trouver sur la table des habitants en Nouvelle-France et un petit peu après la conquête. Autant à la table du paysan, autant à la table du voyageur, qu'est-ce qu'on mettait dans sa besace, mais chez les religieux, chez les gouverneurs, les soldats, etc. Donc quelque chose de très varié, et aussi donc chez l'administrateur britannique, puisque Yvon Delage, spécialiste en histoire de l'alimentation, retraité de Parc Canada, ça s'arrête beaucoup sur le basculement des habitudes avec la conquête et entre autres l'introduction du sucre, l'introduction de choses comme les stews, comme les pâtés, qui sont des choses vraiment qu'aujourd'hui ne peuvent nous sembler très québécoises, mais qui en fait sont de tradition britannique. Un beau livre illustré en couleur. Et aussi un livre qui offre à la fin de ces pages des recettes pour tester toutes sortes de cuisine historique, autant que ce soit donc de la table de la religieuse ou de la table de l'aubergiste, des recettes autochtones, des recettes britanniques, françaises, etc. Un livre fort passionnant qui a très bien fonctionné en première édition, et je suis certain que grâce à votre aide, la deuxième édition connaîtra elle aussi une très belle vie. À table en Nouvelle-France, sorti le 3 novembre, juste avant Noël. Et tant qu'à rester dans l'histoire alimentaire, Catherine Ferland, historienne spécialisée dans l'histoire de la bonne chère, dans l'histoire des stupéfiants, dans l'histoire du sucre, etc., l'histoire de l'alimentation, nous propose cette fois-ci les biscuits Leclerc, une histoire de cœur et de pépites. Alors c'est un livre qui a un peu le même format que celui qu'on avait publié il y a 2 ans sur les gâteaux Vachon par Dave Corriveau, qui pour la petite histoire se trouve être le conjoint de Catherine Ferland. Donc Catherine s'est intéressée aux biscuits Leclerc. Écoutez, une autre entreprise québécoise, il n'y en reste pas beaucoup des entreprises québécoises aujourd'hui encore opérées par des Québécois, c'est encore des Leclerc à la tête de ces entreprises-là. Donc, comment de 1905, ils sont partis d'une petite boutique sur la rue Saint-Vallier à Québec pour devenir quand même un des producteurs importants en Amérique. Une belle histoire entrepreneuriale, une histoire de famille avec ses hauts, ses bas. Catherine Ferland a eu accès aux archives pour vraiment pouvoir présenter de façon franche et honnête l'entièreté de leur histoire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'histoire entrepreneuriale, l'histoire de l'alimentation aussi. Comment est-ce qu'une entreprise comme ça fait pour traverser une crise comme la crise de 29, ou pour traverser la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les sujets paraissent passionnants, et un livre très illustré aussi, avec des photos qui, on l'espère, vous feront saliver autant qu'elles nous ont fait saliver. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous souhaite un bon été et surtout une bonne rentrée cet automne. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Madeleine Raoul, je suis directrice des éditions de la Pleine Lune. Alors, je suis très contente de vous présenter aujourd'hui les 2 nouveautés que la Pleine Lune propose pour la rentrée de l'automne 2020. Ce sont 2 titres de 2 jeunes autrices, dont c'est le premier livre. Alors, tout d'abord, le Marcassin envolé de Tiffaine Leclerc arrivera en librairie à la mi-octobre. Ce récit auto-fictif aborde le deuil d'un bébé et la nécessaire reconstruction de l'identité que provoque un tel drame. Tiffaine Leclerc retrace la traversée de cette épreuve, marquée par les questionnements et les revers. Sa capacité à renouer avec la vie nous émeut et nous éblouit.
ses réflexions à la fois sociologiques et personnelles face à la naissance et la mort, deux événements qui balisent toute existence, donnent à son récit une dimension universelle. On peut croire que c'est un ouvrage sombre, mais ce n'est pas sombre du tout. Tiphaine Leclerc nous démontre que tout être humain a les ressources pour traverser les pires difficultés et finalement choisir de demeurer du côté des vivants et avec les autres, à les accueillir la vie à nouveau. Alors, je vous le recommande, c'est un très bon livre, une écriture magnifique, simple, authentique. On sent vraiment, on se sent très proche de l'écrivaine. Le deuxième titre à paraître au début de novembre est un roman qui a pour titre « Rien que le bruit assourdissant du silence ». Son autrice, Valérie Garrel, est coach d'affaires, formatrice et conférencière. L'écriture, pour elle, est un loisir qui, petit à petit, prend de plus en plus de place dans son quotidien. « J'ai cru, dit-elle, pendant longtemps ne pas avoir d'imagination. Puis j'ai décidé de mettre cette croyance à l'épreuve. Elle résiste encore, mais avec moins de force. Ce premier roman est bien la preuve de sa grande imagination. » Alors l'intrigue de ce roman, Rien que le bruit assourdissant du silence, se passe à Montréal, et plus particulièrement dans les salles du Musée des Beaux-Arts. Il évoque l'exil, la perte de repères et la reconstruction identitaire dans un nouveau territoire. Il évoque aussi les forces de la bienveillance et la force de l'amitié. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal est un lieu inspirant et apaisant pour de nombreux visiteurs. Parmi eux, certains sont des habitués. Deux d'entre eux, Antoine et Cassandra, s'y croisent souvent. Antoine se décide un jour à adresser la parole à Cassandra. Elle l'écoute, intriguée par cet homme fantasque, mais ne lui répond pas. Commence alors un itinéraire de découverte pour Cassandra lorsqu'Antoine lui présente chaque samedi ses nouvelles amies dans les salles du musée. Mais pourquoi Cassandra est-elle incapable de sortir de son mutisme? Et pourquoi Antoine s'entête-t-il tant à lui parler? L'intrigue se déroule ainsi au fil de 7 toiles observées. Antoine invente une histoire inspirée par les personnages féminins représentés dans chacune de ces toiles. Ce sont des histoires parallèles qui, étrangement, révèlent petit à petit les drames qu'ont vécu les deux personnages du roman. 7 reproductions couleurs de tableaux de la collection permanente du musée illustrent les 7 histoires inventées par Antoine, les 7 histoires qu'il raconte à Cassandra. En allant sur notre site, vous pouvez écouter un extrait du premier chapitre de ce roman, lu par Lionel Hérault. J'ajouterai un mot sur le personnage de Cassandra. C'est une exilée haïtienne, réfugiée au Québec après avoir tout perdu dans la catastrophe du séisme du 12 janvier 2010. Le choc a été tel qu'elle a depuis perdu la parole. Avant de terminer, je vous remercie de votre attention et je veux aussi attirer votre attention sur les 3 titres parus au printemps qui sont passés sous le radar à cause du confinement et de la fermeture des librairies. Je vous rappelle leurs titres, ils sont toujours là, attendent les lecteurs. Alors, Ama et les pigeons aux ailes de soie, un roman historique, L'espoir de la beauté et Le coup du héron. Je vous souhaite une excellente rentrée et j'espère bientôt avoir le plaisir de vous voir pour vrai. Au revoir.
Je me présente, Michael Bergeron. Depuis 2002, j'ai été journaliste, animateur, chroniqueur ou réalisateur dans une vingtaine de médias, que ce soit CIBL, le quotidien Le Soleil, ou encore Ricochet, Radio-Canada, Télé-Québec. Bref, j'ai un regard qui est très large, mais aussi pluriel sur l'univers médiatique. On parle beaucoup de la crise financière des médias parce que les revenus fondent et ça depuis des années et rien n'indique que ça va changer. Plein de médias ont fermé et plusieurs marchent encore sur la corde raide. Mais toute cette énergie à survivre cache un autre problème, celui de la crise de confiance envers les médias. Une crise qui a ouvert une porte vers les fake news, mais aussi à plusieurs personnalités d'attaquer la crédibilité des médias au lieu de répondre aux questions des journalistes. Mais la crise de confiance est plus vaste que ça. Plusieurs milieux sociaux ne se reconnaissent pas non plus parce qu'il y a un manque de diversité dans les médias. Manque de diversité culturelle, de diversité socio-économique, de corporelle, pour nommer que celle-là. Pour éviter la faillite, plusieurs médias ont aussi donné de plus en plus de place à l'opinion, qui coûte moins cher, mais qui attire des clics, mais au point de donner des tribunes à des gens qui non seulement disent n'importe quoi, qui font de la désinformation, mais qui peuvent aussi alimenter des propos discriminatoires ou violents envers certaines communautés. Et tout ça au nom de quoi? Pour l'information ou pour faire de l'argent, pour survivre? Les deux crises se nourrissent et s'influencent. Le manque d'argent enlève des moyens de production et ce manque de ressources a un impact sur la qualité des contenus, mais aussi sur le choix des contenus. On a fait de l'information un produit de consommation, quelque chose qu'on vend. Et ces deux crises en sont le résultat. Parce que l'information ne devrait pas vendre, l'information devrait être juste. Pour asseoir son pouvoir, les médias sont souvent les premières structures attaquées, occupées par les dictatures. Parce que l'information est un élément clé pour une société démocratique, pour une liberté citoyenne. L'information est un bien public, mais aussi un contre-pouvoir public. Donc, dans mon prochain livre, Tombée médiatique, c'est un peu un plaidoyer pour que collectivement, ensemble, on se réapproprie l'information. Bien, je m'appelle Serge Truffaut. Pendant plus d'une quarantaine d'années, j'ai travaillé dans le monde de l'information, dont une trentaine au journal Le Devoir, tout d'abord comme journaliste à l'économie et ensuite comme éditorialiste aux affaires internationales. Et il y a près de 4 ans de cela, j'ai entamé le récit de la présidence Trump et qui a fait l'objet d'un premier tome qui a été publié au printemps de 2019 et qui couvrait du premier mois de la présidence Trump à février 2018. Et dans ce tome, on avait mis particulièrement en relief le fait que ce président est passablement enclin à la destruction. Vous savez, comme moi, qui s'est retiré du traité climatique de Paris, du traité nucléaire de l'Iran, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, du traité libre-échange Asie-Pacifique, etc., etc. Dans le tome 2, cette culture, si j'ose dire, de la destruction s'est poursuivie. Et évidemment, puisque je suis là comme témoin, j'en décline les faits. Mais également, je me suis attaché à mettre l'accent sur la poursuite de l'enquête menée par le conseiller Robert Mueller, mais ainsi que j'ai attaché un soin particulier aussi à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, qui a fait l'objet d'une vive polémique. Et le tout est entrecoupé le récit comme tel est entrecoupé de petits chapitres qui sont le fruit soit d'observations que j'ai faites sur place, soit des chapitres qui ont un caractère, si j'ose dire, pédagogique, sur que ce soit sur la baisse des impôts, ou sur la peur, littéralement la peur que ressentent et ce qu'on m'a dit les Noirs qui vivent dans la région d'Atlanta.
Alors voilà, le tome 3, vous vous en doutez, va évidemment, qui sortira, j'espère, si je fais bien mon travail au printemps prochain, traitera évidemment de la gestion calamiteuse de la COVID-19 et de la mort de George Floyd sous le genou d'un policier du Minnesota. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite et merci pour votre attention. Au revoir. Kwekwe, mon nom est Camille Larrivée et je suis la co-directrice du livre d'Horizons et d'Histoire entre mémoire et création autochtone. Alors, Flava, je m'appelle Léolie Eshraghi et je suis le co-directeur du livre d'Horizons et d'Histoire entre mémoire et création autochtone. D'Horizons et d'Histoire entre mémoire et création autochtone est une collection d'essais réunissant les voix de 16 artistes, commissaires, historiens et historiennes de l'art et travailleurs-travailleuses culturelles autochtones, francophones et anglophones, œuvrant dans les territoires que l'on nomme Québec. De 30 à 100 artistes de tous âges figurent dans les projets évoqués. Faisant suite à des expositions, des performances, des résidences d'artistes et des discussions mises en place lors du projet Tiohtià:ke, qui a lieu de 2017 à 2019 du collectif des commissaires autochtones, ces textes honorent les relations et les affinités qui sont au cœur des pratiques en art visuel autochtone au Québec. Cette collection est le fruit d'une étroite collaboration entre les éditions Somme Toute et l'Organisme national de services aux arts, le collectif des commissaires autochtones. De nos jours, quelle place occupent les créations visuelles autochtones dans la société québécoise? Comment les créateurs, créatrices autochtones imaginent le futur de leurs expressions culturelles? Par la diversité des points de vue et les enjeux soulevés par ces textes, ce livre pose des questions cruciales sur l'avenir des arts autochtones et ouvre la porte à des dialogues longtemps attendus au Québec et qui, nous l'espérons, permettront de créer de réels changements positifs. Il est maintenant temps de plonger dans ces imaginaires collectifs éblouissants et de nager dans les eaux ondulantes de ces mémoires résilientes. Voici quelques spécificités du livre que nous voudrions partager avec vous. D'Horizons et d'Histoire entre mémoire et création autochtone est une collection d'essais uniques dans le paysage de la littérature québécoise par son sujet, soit les arts visuels autochtones, et par la diversité des textes. Nous pouvons penser aux essais critiques, analyses d'exposition, parcours artistiques personnels et collectifs, textes de commissariat, profils des créateurs et créatrices et des entrevues. Ce livre offre aux lecteurs et lectrices des textes écrits uniquement par des commissaires, artistes et travailleurs-travailleuses culturelles autochtones du Québec et d'autres territoires. Les auteurs-autrices y racontent leurs propres histoires et parcours et honorent leur culture et leur communauté. Cette collection permet aux lecteurs-lectrices d'apprendre et de comprendre les enjeux et défis politiques, sociaux et culturels auxquels font face les créateurs-créatrices autochtones qui travaillent au Québec et qui ancrent leurs pratiques dans la résilience et la préservation de leur culture. D'Horizons et d'Histoire entre mémoire et création autochtone, réunis pour une rare fois dans un ouvrage collectif publié en français, les voix de créateurs, créatrices autochtones de plusieurs territoires dont les lecteurs-lectrices tardent à découvrir les pratiques artistiques. Cet ouvrage célèbre les relations qui unissent les créateurs, créatrices autochtones. Ces relations s'ancrent dans les pratiques de soins, de respect et d'amour pour leur communauté. Ça nous ferait plaisir d'organiser des tables rondes ou toute autre activité avec les auteurs-autrices de la collection afin de discuter davantage des pratiques, savoirs et enjeux soulevés en ligne ou, on espère, dans vos librairies. Merci de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer. Merci.